on leur souhaite aussi la bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup parler de corruption. Mais avant d'en arriver là, je vais commencer le live d'aujourd'hui là où je l'ai arrêté la dernière fois. À la fin de mon live, j'ai développé un thème, à savoir l'État-nation. Est-ce que véritablement nous sommes une nation? Nous sommes certes une république, même si c'est une république bananière. Nous avons un territoire, mais est-ce que nous sommes une nation? Est-ce que nous sommes une nation? Et je l'ai dit, j'ai dit, jusqu'à preuve du contraire, nous continuons par raisonner en communauté, en ethnie, en région. Et ça, c'est le fruit de notre histoire. Et ça ne fragilise pas, ça ne solidifie pas une nation, ça ne jette pas les bases d'une nation. Mais il faut que nous dépassions ces paradigmes-là pour réfléchir à la nation. La nation, c'est l'ensemble des communautés qui sont sur un territoire et qui ont une communauté de destin. Et on voit bien que dans beaucoup de pays aujourd'hui, même la nation est très fragile, même l'embryon de nation est remis en cause. Tous ceux qui suivent le débat au Cameroun ces temps-ci, ils voient comment est-ce que la question ethnique revient au devant de l'actualité. Il y a des gens même qui appellent à génocider certaines ethnies. En Côte d'Ivoire, on sait aussi que Ouattara a beaucoup bossé sur le plan des infrastructures de développement, mais il n'a pas réussi à bâtir véritablement une nation. Il a beaucoup fait avec ses frères et cela risque de fragiliser plus tard ce pays-là. C'est le défi auquel nous sommes confrontés, y compris les hommes politiques qui doivent demain prendre la relève de nos pays. C'est les défis auxquels nous sommes confrontés. Donc j'ai esquissé ce sujet-là. Je reviendrai là-dessus largement plus tard. Mais il faut que nous comprenions que nous n'avons pas encore réussi à jeter les bases d'une véritable nation. Et c'est un défi que nous devons relever plus tard. Et pour continuer, je voudrais aussi préciser que, vous savez, des régimes autoritaires, des régimes dictatoriaux comme ceux qui sont à la tête de notre pays, les régimes autocratiques, ces genres de régimes, leur nature, leur fonctionnement sont basés sur le mensonge. Et la première chose qu'il faut faire pour redonner une certaine lumière au peuple, c'est de déconstruire ces mensonges-là. Et vous allez constater que le dimanche dernier, quand j'ai remis les pendules à l'heure sur les conditions dans lesquelles Adema est décédé, paf, ça a provoqué une certaine... c'est pas levée de bouclier. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, les gens sont sortis de partout. Ce sont des gens qui étaient en mission pour dire oui, pourquoi il dit ça, ça intéresse qui? C'est la première étape de la libération d'un pays. C'est un véritable tollé, effectivement. Parce que la dictature n'aime pas qu'on les déshabille. Je signale le compte sur Facebook. Les dictateurs n'aiment pas qu'on les déshabille. Qu'on les réduise, merci beaucoup Difa, qu'on les réduise à leur simple expression. Donc, ce travail de mémoire, c'est un travail de mémoire que nous devons faire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont à peine 20 ans. Ils ne savent pas que Forum, prenant le pouvoir en 2005, il y a eu 1500 morts. Au minimum. Ils ne savent pas. Ils vont lui donner la communion sans confession. Ils ne savent pas qu'en 2005, on a massacré des gens pour que quelqu'un puisse prendre le pouvoir. C'est notre histoire. Il faut le leur rappeler. Il y a des gens qui ne savent pas que Eyadema a tué des gens dans des familles où il a pris des femmes. Ils ne savent pas. Depuis, il y a eu des assassinats, depuis même son propre village, à Pia, un peu partout, tout ça. Les gens ne savent pas ça. Donc, il faut qu'on rafraîchisse la mémoire des gens. Ça fait partie de l'histoire de notre pays. C'est normal que ça fait mal.
Ça fait mal à ceux qui sont là et qui cherchent à ce que ce soit une autre version qui soit servie. La version du mensonge. Le mensonge. C'est tout ça qu'il faut décortiquer. Et dans ce travail de mémoire-là, on va le faire. De temps en temps, je poste certains articles, certaines photos de Sylvanus plutôt sur ma page Facebook. Ça étonne des gens. Parce qu'on a passé le temps à dire à certaines communautés que Sylvanus les haïssait. Alors que Sylvanus a même dormi dans leur village, a dormi dans leur localité, à travers toutes les tournées, les 2 tournées qu'il a organisées sur l'ensemble du territoire, de 1961 à 1962. Il a dormi même dans des villages de certaines personnes, mais ils ne le savent pas, parce que les gens ont tenté d'effacer ça dans les archives. Ils ont tenté d'effacer ça dans les archives pour nourrir leur propre narratif de manipulation. Donc, nous avons l'obligation de ramener tout ça et de rafraîchir la mémoire du peuple par rapport aux mensonges qu'on a servis pendant des années. Donc, de temps en temps, quand je trouve, je trouve dans mes recherches, ou parfois quand je trouve avec monsieur Visionnaire TG, des images de Sylvanus, je les poste sur ma page sans commentaire, pour rappeler aux uns aux autres que sur plusieurs aspects, on vous a menti, on vous a trompé, on vous a dit des bêtises, pour légitimer une politique, pour légitimer une action. On vous a raconté des histoires. Donc, ce travail de mémoire-là, nous devons le faire. Malheureusement, ceux qui n'ont pas fait de grandes études ne comprennent pas ça. Ceux qui sont des demi-lettrés ne vont pas comprendre. Ceux qui ne comprennent pas la valeur de l'histoire dans la vie d'une nation, ils ne comprendront pas. Ou soit ils comprennent, mais ils sont en mission pour venir dire « Ah, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça ». Le présent se nourrit de l'histoire. Et l'avenir se nourrit du présent. C'est fondamental. On doit savoir d'où on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où on va demain. C'est très, 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 très important. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai l'habitude de dire que ceux qui s'agitent, ne perdez pas le temps, ne les regardez pas. Ils sont obligés de nous suivre. Nous, on n'est pas obligés de les suivre. La preuve, pour ce live-là, ils sont tous là. Tout le monde est là. Ils sont tous là. Même s'ils ne sont pas sur mes comptes directement, il y a des gens qui diffusent ça sur leur propre compte. Il y a des gens qui diffusent ça sur YouTube. Les gens sont là. Ils sont en train de suivre. Mais moi, je ne suis pas obligé d'aller suivre leur live ou d'aller suivre ce qu'ils racontent. Je n'ai pas besoin de suivre ça. Mais eux, ils vont venir suivre ici. Et ils vont apprendre, parce qu'on est là pour faire apprendre des choses aux gens. Ils vont apprendre. S'ils ont le niveau, ils comprendront. S'ils n'ont pas le niveau, ils pourront aller écrire n'importe quoi. Et des gens qui ne sont pas capables de s'exprimer à visage découvert, on ne leur répond pas. Si quelqu'un veut dire quelque chose sur vous, en homme à homme, il s'exprime directement. Il dit, oui, c'est moi qui dis ça. Et puis on lui répond. Mais si quelqu'un va se cacher sous un faux compte pour raconter des histoires, ce n'est pas la peine de lui répondre. Voilà, ça c'est l'attitude des lâches. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on reste focus sur nos objectifs. On n'a pas le temps à perdre pour répondre à des tintins, des zouzous, des gens qui sont là à raconter tout et n'importe quoi. Bonjour Evelyne, j'espère que tu vas bien. Nous, on continue, on reste focus. L'essentiel, c'est que l'information passe. Et vous savez très bien que quand l'information passe, ça suscite la réaction des gens. Vous savez, et lorsque les gens réagissent, vous comprenez que le message est vraiment passé. Ça fait mal quelque part. Donc, il faut qu'on continue, jusqu'à ce que le peuple ne prenne véritablement conscience. Alors, je vais commencer le direct de ce dimanche par nos marchés. J'ai posté une vidéo du marché de Toti, où il y a des ordures qui se sont entassées dans le marché. Des ordures qui se sont entachées dans le marché. Et vous connaissez le marché de Toti, c'est en allant à Dido Adin, vous avez le marché de Toti avant Total, ou je ne sais pas si c'est, ouais, je pense que c'est Total. Et ce marché est rempli d'ordures. Et pourtant, ce marché rapporte, selon mes informations, plus de 5 millions en termes de recettes, les tickets par mois. 5 millions par mois, je pense que la mairie qui est dans cette zone a suffisamment d'argent pour enlever les ordures à temps, pour que nos sœurs, nos femmes,
nos mamans, nos frères qui vendent dans ce marché-là ne vendent pas dans les ordures. Vous avez vu la vidéo? Et donc, quand il y a des ordures dans le marché, bien évidemment, tous les moustiques, les mouches, tout ça, ça se dépose sur les aliments que les gens vont acheter. Et donc, c'est des facteurs de propagation de microbes. Donc, la mairie qui gère ce marché-là, qui fait une recette de plus de 5 millions par mois au marché de Toti, devait être quand même à même d'enlever les ordures en temps réel. Regardez, nous sommes à Lomé et regardez l'état de nos marchés. Et donc, moi, j'invite, je pense que c'est la mairie du Golfe 5, hein, je ne sais pas trop, ça doit être la mairie du Golfe 5. J'espère que, oui, c'est à côté de l'église catholique de Toti, c'est le marché qui est là-bas. Il y a plein d'ordures dans le marché. C'est une montagne d'ordures qui se trouve dans le marché. Ce n'est pas normal. J'espère que la mairie qui gère ce marché-là, il y a quelqu'un qui dit c'est la mairie du sénateur. Ah ok, mon ami sénateur. Ah d'accord, avocat. Alors, sénateur, j'espère que tu vas faire ramasser les ordures dans le marché à partir de demain. Demain, je vais envoyer encore mes éléments, faire le tour là-bas pour voir si vous avez commencé par ramasser les ordures. Ce n'est pas normal. C'est pas à nous de vous rappeler ça. Vous prenez les tickets dans le marché jusqu'à 5 millions par mois et seules nos mamans qui sont dans ce marché-là puissent vendre dans un environnement plus propre, plus sain. Hein, un environnement plus sain. Ce n'est pas normal. Donc, j'espère que vous allez ramasser les ordures d'ici la semaine prochaine. Je ferai un tour, hein, mes éléments feront tout pour voir si vous avez ramassé les ordures. Ça, c'est un. De deux, on a vu depuis quelques jours sur les réseaux sociaux plusieurs de nos sœurs en train de se plaindre de plusieurs choses, de la misère qui se répand dans le pays, des activités qui ne marchent plus, des gens qui ont perdu leur place dans les marchés qui ont brûlé, des gens qui dorment dans le conteneur. Ces éléments que nous voyons là, les vidéos que nous suivons là, doivent quand même nous indiquer que la situation se dégrade dans le pays. Aujourd'hui, la misère au Togo a atteint des proportions inimaginables. C'est vrai qu'il y a quelques individus qui viennent pour dire non. Non, le Togolais aujourd'hui, moi je reçois énormément de messages sur mon téléphone, des gens qui se plaignent, des gens qui n'ont pas mangé, des gens qui ont des difficultés à joindre les deux bouts, les gens qui sont dans des situations difficiles, les gens qui vont à l'hôpital, qui n'ont pas de l'argent pour acheter des médicaments. Mais ça te donne une idée de la catastrophe dans laquelle les Togolais sont aujourd'hui dans le pays. Et c'est les Togolais de toutes les catégories. Alors, quand on voit nos sœurs, on voit nos sœurs qui viennent faire des vidéos pour pleurer en disant qu'elles n'ont pas de quoi manger. Les gens qui ont tout perdu dans leur vie. Je pense que nos dirigeants doivent comprendre la gravité de la situation. Alors, je reviens sur la question du marché d'Agoyivé, qui a été brûlé ou bien qui est parti en flammes depuis bientôt plus d'1 an. Je connais l'histoire particulière de ce marché-là. Moi, j'ai vu ce marché quand on a créé ce marché. Le marché d'Agoye, moi, je l'ai vu quand on a créé ce marché-là. J'ai vendu dans ce marché. J'ai vendu dans le marché d'Agoye, tout petit. J'ai vendu dans le marché de Adjido Gomé. Le marché d'Adjido Gomé, à l'époque, était collé au camp. Le camp n'était pas encore clôturé. C'est après les événements de 86 qu'on a réfléchi pour déplacer le marché de Adjido Gomé vers là où il est aujourd'hui. À l'époque, le marché d'Adjido Gomé commençait au niveau du Massalassi, avec tout le centre médical là-bas, le CMS, tout ça, la mairie, les bars qui sont là-bas, c'était le marché d'Adjido Gomé. Le marché d'Agoye, 82, 83, il y avait des problèmes de chefferie à Agoye entre les Cédro et les Assouguegledi. Et donc, on avait décidé de déplacer le marché d'Achanvé vers Assiyeye. À l'époque, les gens n'habitaient pas là. Il y avait juste une grande villa qui était au fin fond de la brousse. On nous disait que c'est une maison d'une des femmes de Eyadema. C'est un marché qui a été construit devant nous. Moi, j'ai vendu dans ce marché-là. 20 ans, 30 ans plus tard, je retrouve ce marché-là avec les mêmes hangars. Avec les mêmes hangars. Moi, j'ai vendu dans ce marché. J'ai vendu du savon dans ce marché. J'ai vendu du sel dans ce marché. À l'époque, nos mamans, on allait acheter du sel à Segbé. On marchait dans la brousse pour venir vendre au marché d'Adjido Gomé et au marché d'Agoye. Donc, c'était un marché que je connais tout petit. Donc, cette zone est devenue
Une ville, totalement une ville. Et le petit séminaire, c'est l'endroit où on allait jouer. Il y avait les manguiers partout. C'est pas... après les collectivités à Goé, on reprit une grande partie des terrains. Sinon, le petit séminaire, c'était très vaste. On allait jouer là-bas. Il y avait comment on appelle ça? Il y avait le tapis rouge. Il y avait un terrain qu'on appelait au petit séminaire le tapis rouge. On allait jouer sur le tapis rouge là-bas, au petit séminaire. Et donc, je connais bien cette zone-là. Mais aujourd'hui, tu retournes dans ce marché, tu retrouves les hangars qu'il y avait déjà dans les années 84, 85, 86. Alors, le marché a brûlé. Combien de temps un gouvernement responsable et sérieux doit prendre pour reconstruire le marché, ou ne serait-ce que faire quelque chose pour que les femmes retrouvent leur commerce dans ce marché-là? Combien de temps il faut au gouvernement pour retrouver, pour que les femmes retrouvent ce marché-là? Moi, j'étais tout petit, comme je le dis. J'étais au cours primaire. Quand on a construit ce marché, le Legba qui est là-bas, on était là quand on venait faire les cérémonies pour implanter le Legba qui est au marché là. Il y a un Legba là-bas à côté. Il y a une statue anthropomorphe là-bas, communément appelée Legba, qui est à l'entrée du marché là-bas. On était là quand on installait ça. C'est la nuit que les féticheurs venaient faire les cérémonies. Donc, ils ont besoin de combien d'années pour, je ne sais pas quoi, même s'il faut trouver une formule provisoire pour que les femmes retournent dans le marché, mais il faut le faire. Aujourd'hui, toutes les femmes ne peuvent pas rester à Togo-Grain là-bas. Toutes les femmes ne peuvent pas rester à Togo-Grain là-bas. Il faut... Mais vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de femmes ou les commerçants ont perdu leur fonds de commerce, mais ils sont aussi traqués par les microfinances. Ces commerçants sont aussi traqués par les microfinances. Les femmes sont traquées par les microfinances. Les hommes sont traqués par les microfinances. Donc aujourd'hui, toutes ces femmes sont dehors. Et donc certaines sont en train de dormir dans le conteneur. Mais elles vont faire quoi? Le gouvernement a besoin de combien de temps pour remettre un marché là-bas? Ne serait-ce qu'un marché provisoire. Si vous n'avez pas d'argent, mais refaites un marché provisoire. Il y a un marché qui a brûlé au Ghana. Les 2 semaines qui ont suivi, on a refait les hangars pour que les gens s'installent. Il y a un marché qui a brûlé au Ghana dans la foulée de l'incendie du marché d'Agoué. Mais dans les semaines, les jours qui ont suivi, on a reconstruit les hangars pour que les gens s'installent rapidement. Parce que les gens doivent recommencer par travailler pour payer les microfinances, pour payer les dettes. Donc, vous avez besoin de combien de temps pour reconstruire le marché d'Agoué? Maintenant, voilà les femmes qui sont en train de dormir dans les conteneurs. Voilà les femmes qui ont perdu leur boutique. Voilà les femmes qui sont là, qui n'ont plus rien. Des gens qui avaient leur fonds de commerce, qui vivaient bien, qui pouvaient s'en sortir. Aujourd'hui, ils sont devenus des gens vulnérables. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une question propre à la mairie d'Agoué. Non, c'est l'État central qui doit réagir. La mairie d'Agoué n'a certainement pas de moyens. Mais c'est l'État central qui doit réagir. C'est le gouvernement qui doit réagir. Vous avez de l'argent pour les futilités. Vous avez de l'argent pour faire des fêtes qui n'apportent rien au pays. Mais vous n'avez pas d'argent pour réinstaller les commerçants qui payent des impôts. Vous imaginez le manque à gagner pour l'OTR? Vous imaginez le manque à gagner en termes de taxes pour l'OTR, en termes de recettes? Donc, il faut trouver une solution provisoire pour que les femmes retournent sur le site, même si c'est pour s'installer sous les hangars, pour commencer par vendre. Ça fait plus de 1 an que le marché a brûlé. Ce n'est pas normal. Vous n'avez aucune idée de la misère qui se répand dans le pays. Parce que vous êtes dans votre bulle de gouvernant. Vous êtes autiste. Vous êtes enfermé dans votre bulle. Le bas peuple est en train de souffrir. Les gens sont dans la misère. Les populations sont avachies par la misère. Donc, il faut que Faure Gnassingbé, et d'ailleurs, c'est la première fois même qu'on a plein de femmes dans le gouvernement et les femmes sont incapables de trouver une solution à leurs consoeurs femmes qui ont perdu leur fonds de commerce. Vous, les femmes qui êtes dans le gouvernement, vous servez à quoi?
Vous servez à quoi? Les femmes qui sont au gouvernement, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Pourquoi vous ne pouvez pas aller convaincre Faure Gnassingbé, votre patron, je le dis entre griffes, de débloquer de l'argent pour réinstaller les femmes le plus rapidement possible? Vous avez de l'argent pour aller acheter les loups-bouteilles, comme quelqu'un le dit, les foulards à 500 €, mais vos sœurs qui ont perdu leur fonds de commerce, vous les oubliez, au point que certains vont dormir dans les conteneurs. Quelle fierté vous tirez de tout ça? Vous tirez quelle fierté de tout ça? Donc, il faut qu'on revienne, sur la question du marché, des marchés, jusqu'à ce que une solution soit trouvée à nos sœurs qui ont perdu leur fonds de commerce. Il faut qu'on revienne là-dessus. Donc, moi, je vais survoler ça aujourd'hui parce que j'ai vu des vidéos qui m'ont fendu le cœur. J'ai vu des femmes qui se sont plaintes, qui m'ont fendu le cœur. Mais je pense qu'il faut qu'on revienne là-dessus pour qu'on puisse régler ce problème-là. Voilà ce que j'ai à dire sur le marché d'Agoé. Et des gens qui sont sérieux, un gouvernement qui a de la vision et n'abandonne pas un marché pendant 1 an, n'abandonne pas un lycée pendant plus de 2 ans, le lycée d'Agbalepedo. On en a parlé fatigué. Vous avez arrêté, vous avez déplacé le lycée en disant que le bâtiment veut s'effondrer. Depuis 2 ans, vous êtes incapable de construire un nouveau bâtiment. Si vous ne pouvez pas construire un nouveau bâtiment en 1 an, vous servez à quoi la tête du pays? Vous servez à quoi? Le lycée du 2 février, c'est fermé. Actuellement, vous allez là-bas, c'est les rats, les cafards qui sont dans les bâtiments. C'est quoi finalement la vision que vous avez de ce pays? Oui, je parlerai de Sunu Bank, ne vous inquiétez pas. Il y a plein de sujets aujourd'hui. Voilà ce que j'ai à dire sur la question du marché d'Agoé. Je pense que je vais l'enlever aussi, c'est bon. Troisième sujet, voilà. Il y a un ambassadeur qu'on a nommé en France, pour la France. Voilà, je vais placer 2 mots. Un nouvel ambassadeur plénipotentiaire nommé en France pour remplacer le colonel Madjourba qui est devenu ministre de la Sécurité au Togo. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, je faisais un live. Dans un live que j'ai eu à faire, j'ai abordé le sujet de nos officiers supérieurs, comment ils finissent dans la misère, des colonels qui sont obligés d'aller en moto, des commandants à la retraite qui n'ont pas de voiture, les gens qui sont obligés de prendre du sémidjan et qui meurent sur des motos. Je vous ai parlé de la fin misérable de nos officiers, responsabilité, mais à qui on a fait croire que c'est eux qui tenaient le pouvoir, c'est eux qui doivent garder le pouvoir, et beaucoup finissent dans la misère. Et dans cette analyse-là, je vous ai dit, il y a une minorité d'officiers qui sont dans la grande minorité avec Faure Gnassingbé. Et c'est ces officiers-là qui ont tous les privilèges, à qui on fait les promotions. Et vous voyez bien avec le cas de Urokura Gadazi, qui vient d'être nommé ambassadeur plénipotentiaire en France, un officier, à ce que je sache, qui doit être proche de la retraite, s'il ne l'est déjà, un ancien ministre de l'Agriculture qui a eu un bilan catastrophique au ministère de l'Agriculture. C'est lui, sous lui, qu'on a géré plusieurs projets agricoles qui se sont terminés par des échecs. Les fameux Puniaza, Paza, Padat, tout ça. C'est sous lui qu'on a mobilisé plus de 1000 milliards pour mettre dans l'agriculture. Puniaza, tout ça. Ça n'a servi absolument à rien. Il était en conflit permanent avec un jeune ministre qui s'appelait Bataka. Et il avait transformé son ministère, le ministère de l'Agriculture, en un lieu je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est... En tout cas, c'était pas un endroit très agréable à vivre et à travailler. Et cumulativement, il avait aussi le poste de DG de l'ANSAT qu'il garde jusqu'à aujourd'hui. Il vendait les céréales hein, comme il voulait. On ne sait pas à qui il faisait les comptes. Et je me souviens que quand j'étais encore au pays, il y a quelques agents de l'ANSAT qui sont venus se plaindre chez nous, à la rédaction. Il est déjà à la retraite dans l'armée. Il y a quelques agents
de l'ANSAS qui sont venus se plaindre chez nous. On avait à l'époque relayé ça dans l'alternative et on avait parlé abondamment dans l'autre journal. Et qu'est-ce qu'il faisait? En tant que DG de l'ANSAS, il alimentait les barons. Donc les jeunes disaient, on leur donne une liste à chaque grand événement, quand les fêtes s'approchent, on leur donne une liste et on leur donne un camion, ils chargent le maïs, ils chargent, comment appelle-t-on, le haricot, en tout cas, les céréales qu'ils avaient à leur niveau, et on leur donnait des listes avec des codes. On dit, maman, quand elle était, donc c'est chez l'ancienne première dame, ils vont débarquer là-bas 50 sacs de maïs, 10 sacs de haricots, des sacs de gari. Après, on dit, papa, Idranawe, c'était chez Nachaba, ils vont décharger aussi. Après, on dit, papa, Toti, c'était chez Assouma, ils vont décharger. Et c'est comme ça qu'ils alimentaient les domiciles des barons, alors que ces barons-là avaient déjà suffisamment d'argent pour aller acheter eux-mêmes ces marchandises-là. La sécurité alimentaire, c'est pour ceux qui n'en ont pas, c'est pour les pauvres. Mais lui, il utilisait tout ça pour alimenter les barons et les pauvres n'ont rien. Et c'est le même officier supérieur, vous vous rappelez, pendant les événements de 2017, qui est sorti pour dire que les gens du PNP étaient des djihadistes, qui se comportaient comme des djihadistes de Tombouctou, qu'il fallait les réprimer. Et il est un artisan de la répression sanglante qui a eu lieu à Sokoré. Un grand artisan de la répression sanglante qui a eu lieu à Sokoré. Il en faisait partie, rappelez-vous de ces expressions. C'est lui qui est sorti pour dire oui, il faut écraser tous ces gens-là, que c'est des comportements de djihadistes, il faut les terminer. Et c'est lui qui a dit qu'on a égorgé des gens et tout et tout. Donc c'est eux qui ont je sais pas, encouragé la répression à Sokoré, avec tout ce qu'on a eu comme morts et blessés à Sokoré. Donc aujourd'hui, pendant qu'il est à la retraite, pour le remercier, alors qu'il n'est même pas diplomate, il n'a fait aucune formation de diplomate, on l'envoie en France pour être ambassadeur. Alors, je m'adresse d'abord à vous les jeunes du NIR. Vous qui êtes nombreux sur les réseaux sociaux, à attaquer les gens, à insulter les gens, à dire que c'est fort ou rien. Il n'y a pas de diplômé parmi vous qu'on puisse nommer ambassadeur. Il n'y a aucun jeune parmi vous qui ont fait des études de diplomatie, d'ENA, tout ça, je ne sais pas quoi, qu'on peut nommer ambassadeur. Vous qui êtes aux affaires étrangères, qui réclamez votre statut de UNIR, vous les jeunes, il n'y a personne parmi vous que votre champion pouvait nommer ambassadeur en France. Personne. Il n'y a personne qu'on puisse nommer parmi vous ambassadeur en France. Même simple poste d'attaché à l'ambassade, on ne vous nomme pas. Même balayeur à l'ambassade, on ne vous nomme pas. Même gardien à l'ambassade, on ne vous nomme pas. On va prendre les vieux, quelqu'un qui a déjà eu tous les postes dans sa vie, qui est à la retraite. On le prend, il n'est même pas diplomate. Même le français, difficilement, il parle correctement. C'est lui qu'on trouve pour nommer ambassadeur. Vous, les jeunes diplomates qui êtes au ministère des Affaires étrangères et qui êtes de UNIR, je parle d'abord de vous, les militants de UNIR. Je ne parle pas des Togolais en général. Vous, les militants d'UNIR, qui criez sur les réseaux sociaux, c'est fort ou rien. On n'a pas trouvé parmi vous un profil de quelqu'un de bien formé qu'on puisse nommer ambassadeur en France. C'est Ourokour Agadazi qu'on va nommer ambassadeur en France. Vous voyez que votre champion, il se fout de vous. Il a ramassé tous les vieux, les gens de 3e âge là, pour faire des sénateurs. La maison de retraite là, on a déjà fait les élections hier. La nouvelle maison de retraite qu'on veut créer au Togo là, on a fait les élections hier. Lui-même va nommer le tiers bientôt. Mais vous les jeunes, on vous a positionné zéro cocorico. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est fort ou rien. Il ne vous regarde pas. Il ne vous regarde pas. On préfère que vous jouez les petits chiens de garde sur les réseaux sociaux contre 20 000, 30 000 francs. C'est dans ce rôle-là qu'on vous cantonne. C'est en cela que vous êtes utile pour eux. Leurs enfants, je vous ai fait un live. Je vous avais dit que Agadazi, c'est son fils qui était le fiancé de Myria Aziablé. Je vous avais dit ça dans un live. Que c'est son fils qui doit être dans une banque actuellement à Londres, qui était le fiancé de Myria Aziablé, la ministre des Mines qui est devenue ministre de l'eau, avant que la fille ne le largue. Je vous ai dit ça. Et ce fils d'Agadazi, il est à Londres maintenant. Demain, il pourra revenir pour être ministre des Finances. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire oui, c'est fort ou rien. On ne vous nomme même pas balayeur à l'ambassade.
On ne vous nomme même pas gardien à l'ambassade. On ne vous nomme même pas chauffeur à l'ambassade. Même simple chauffeur, on ne vous nomme pas l'ambassade. Mais parmi vous, vous les jeunes de UNIR, ceux qui sont au ministère des Affaires étrangères, ceux qui sont dans d'autres ministères, il y en a parmi vous qui ont fait des études de diplomatie, qui ont fait les relations internationales, qui ont fait l'ENA. Pourquoi on ne vous nomme pas? Et c'est un ancien colonel, un colonel à la retraite, qu'on sort, qui a déjà occupé plusieurs postes. Et c'est lui qu'on sort pour nommer ambassadeur en France. Maintenant, vous les officiers, les colonels qui finissez votre retraite dans la misère, combien parmi vous, vous les officiers de l'armée togolaise, ont la chance d'avoir un poste comme à Gadazi? Sur 100 officiers supérieurs qui partent à la retraite, est-ce que Fort peut nommer 2, 3, 4 à des responsabilités comme à Gadazi? Non, vous finissez dans la misère. Parmi vous, les officiers supérieurs, les colonels, les généraux, combien parmi vous disposent d'un appartement en France? Agadazi en dispose. Agadazi, je ne suis pas sûr que c'est avec son salaire d'officier supérieur qu'il a acheté son appartement à Marseille. Agadazi a un appartement à Marseille. Combien parmi vous, les officiers supérieurs qui partent à la retraite au Togo, ont une résidence en France? Combien parmi vous ont une résidence en France? Agadazi en a. Agadazi a une résidence à Marseille. Il a un appartement à Marseille. Combien parmi vous, les officiers, ont une résidence ou un appartement en France? Mais Agadazi en a. Est-ce que c'est avec son salaire de colonel qu'il a eu cette résidence en France? Même voiture pour vous promener à la fin de votre carrière. Voilà la réalité. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais profiter pour lancer un appel à tous les Togolais de la diaspora, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, et puis ceux qui sont en Europe. Moi, je suis disponible pour apporter mon expertise. Il faut qu'on recense tous les biens des barons. J'en connais plein. Il y a beaucoup de barons qui ont acheté beaucoup de résidences au Canada. Il faut qu'on les recense. Ils en ont acheté au nom de leurs enfants, certains en leur nom, certains au nom de leurs frères, certains au nom de leurs sœurs. Le Canada est le pays qui n'a pas une législation assez ferme. Donc, ils en ont acheté plein. On va les recenser. Aux États-Unis, on va les recenser. En Europe, on va les recenser. Et on va commencer par mener de véritables actions contre ces gens-là. Parce que c'est l'argent du contribuable que les gens ont pris pour venir acheter ces résidences-là dans ces pays-là. Il faut qu'on trouve les moyens pour faire ce travail-là. Moi, je ne serai pas 100% disponible, mais je mettrai mes informations, mon expertise à disposition. Par exemple, en France, on peut avoir accès au cadastre. C'est autorisé. Et on peut savoir qui a quoi. Et où. On peut l'avoir. Aux États-Unis, pareil. Au Canada, on peut l'avoir aussi. Il suffit qu'on s'organise pour travailler. Il faut que ces gens-là, on puisse identifier leurs biens. Et c'est l'argent du contribuable togolais qu'ils ont volé. C'est avec ça qu'ils ont acheté toutes ces résidences un peu partout. Il faut que les Togolais, il faut qu'on cesse de bavarder sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on agisse. Et pour agir, il faut qu'on s'organise. Donc, les gens qui sont au Canada, organisez-vous. Les gens qui sont aux États-Unis, organisez-vous. Les gens qui sont en Europe, il faut qu'on s'organise. Moi, je peux donner des pistes parce que j'ai des trucs. Comme ça, ils vont comprendre. À Gadazi, oui, en Turquie, il y en a. À Dubaï, il y en a. Il y en a. Donc, à Gadazi, il y a une résidence, il a un appartement. À Marseille. Il a un appartement à Marseille. Vous, les jeunes du NIR qui bavardez sur les réseaux sociaux, vous avez quoi? Vous avez quoi? Rien. Rien. Les officiers supérieurs qui sont à la retraite, colonels, généraux, vous êtes combien à avoir des appartements en France?
Vous n'en avez pas. Même vos maisons à Lomé, vous avez de la peine à les entretenir. Mais les officiers qui sont dans la minorité de fort, ils ont le droit à tout. Ils peuvent s'acheter tout. Ils ne vont jamais à la retraite. Ils sont préfets à vie. Même quand ils partent, on les ramène. Donc, il faut qu'on commence par mener une véritable croisade contre les biens mal acquis. Moi, avec ma petite expertise de journaliste d'investigation, je mettrai ça à disposition. J'ai pas mal d'adresses. Et puis, on verra ce qu'il faut faire. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur la nomination du nouvel ambassadeur. Et j'espère que les jeunes qui sont d'UNIR et qui bombent le torse, qui sont UNIR et qui décryptent le message de leur champion, à savoir qu'il n'a rien à foutre de vous. Vous, votre rôle, c'est de rester sur les réseaux sociaux et insulter les gens. C'est ça. Donc, après ce sujet sur le ministre Agadazi, je vais parler de la polémique autour d'un médicament. Une polémique qui a été déclenchée ces derniers temps à Lomé à la suite d'une communication hasardeuse du ministère de... Une communication hasardeuse du ministère de... le ministère de la Santé. Et je vais partager ce communiqué avec vous et puis je vais commenter. Vous savez, nous sommes à une période où l'intelligence est devenue un délit. Et ce sont les gens qui ont le niveau approximatif que les gens suivent. Alors, il y a eu un communiqué du ministère de la Santé signé d'un certain monsieur, docteur Dalcoy Lambouni, directeur de la pharmacie du médicament et des laboratoires par intérim. Qu'est-ce que ce communiqué dit? Ce communiqué dit ceci. Je viens par la présente vous informer des dispositions suivantes concernant tous les lots de produits Clipal 600 mg bar 500 mg comprimé B12. Les grossistes répartiteurs doivent suspendre leur distribution et initier le rappel des produits concernés. Les pharmacies d'officine sont priées de cesser la dispensation des 10 produits et de les retourner. Cette mesure, c'est important, cette phrase, eux-mêmes l'ont mis en noir. Cette mesure résulte d'un défaut observé lors du contrôle visuel présentant un risque pour la santé publique. Je tiens à préciser que cette disposition ne concerne une suspension ni une abrogation de l'autorisation de mise sur le marché, AMM. Alors, quand dans un pays, on se retrouve dans une situation de ce genre avec un produit sur lequel il pèse un peu de doute, la meilleure méthode pour parler aux populations, ce n'est pas de balancer un communiqué comme ça dans l'opinion, mais c'est de faire une conférence de presse, d'inviter la presse et d'associer les spécialistes pour expliquer l'anomalie ou ce qui se passe autour de ce produit-là. Ce communiqué vague qu'on a balancé sur les réseaux sociaux a fait l'objet de toutes les interprétations. Chacun est allé dans son sens et l'autorité n'a même pas eu le temps de revenir pour préciser ce qu'il est en train de dire. J'ai écouté des gens qui ont dit dans des émissions qu'on dit que le produit fait quoi? Et les gens ont dit, ils ont interprété la dernière phrase en disant que le produit est en train d'abîmer les yeux des gens. Alors que la phrase, on dit, cette mesure résulte d'un défaut observé lors d'un contrôle visuel. Quand on parle d'un contrôle visuel, on ne dit pas que le produit est en train de détériorer les yeux. Ça dit qu'on a juste fait un contrôle visuel. Un contrôle visuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé au laboratoire, on a fait un contrôle visuel. Mais les gens ont interprété ça en disant que on a dit que le produit est en train de gâter les yeux, de ne pas prendre le produit. On a juste fait une observation.
Et l'observation, c'était quoi? J'ai publié ça sur ma page avant de commencer cette émission. Regardez sur ma page. Le défaut qu'il y a eu autour de ce produit, c'est la notice. Il y a eu un problème sur la notice. Particulièrement, comment l'appelle-t-on? Particulièrement la posologie. Habituellement, ce produit, c'est un antidouleur que les médecins utilisent pour tout ce qui est les problèmes de douleur, les opérations les problèmes post-opératoires, puisque c'est un paracétamol codéiné. Donc, les gens qui souffrent d'arthrose et tout ça. Donc, ça prend par jour, un comprimé par jour, comme on l'écrivait d'habitude, il y a eu une erreur de frappe, ils ont dit 11 comprimés. Donc, là, il y a eu une erreur sur la machine de la notice. Au lieu d'écrire un comprimé par jour, ils ont écrit 11 comprimés. Donc, le problème est venu de là. Donc, ce n'était pas un gros souci. C'était une affaire qu'on pouvait régler. Il aurait suffi que le directeur de la pharmacie, je ne sais pas quoi, comment il s'appelle, fasse une conférence de presse avec les pharmaciens et les spécialistes pour expliquer que ce n'est pas le produit lui-même qui est en cause, mais c'est la posologie. C'est une erreur qui a été détectée sur la posologie. Parce que ce produit-là, beaucoup de médecins l'utilisent pour les douleurs. Et depuis que cette histoire a commencé, les médecins ne prescrivent plus sur le produit parce que le produit n'existe plus et les patients ont des problèmes à soigner leurs douleurs. Et je profite pour dire que le Togo n'a pas de laboratoire pour analyser tous les produits qui rentrent sur notre territoire. Évidemment, il y a une cellule, il y a une pharmacovigilance qui est logée au département, à la direction, c'est pas, ils appellent ça la DPML, la direction des pharmacies du médicament de laboratoire. Cette direction se trouve dans un immeuble en face de la sûreté. Vous connaissez l'ancienne polyclinelle à Lomé. Quand vous allez au grand marché, vous avez la sûreté et en face de la sûreté, il y a un immeuble là-bas. C'est là-bas que se trouve la DPML. Donc, c'est cette cellule-là, il y a une cellule là-bas qui s'occupe de vérifier ou de valider tous les produits qui doivent venir au Togo. Mais cette cellule n'a pas de laboratoire. On n'a pas de machine, on n'a rien. Qu'est-ce qu'ils font? Cette cellule-là, elle est composée des agents du ministère, des médecins, des pharmaciens. Les laboratoires qui envoient des produits au Togo, ces laboratoires envoient à cette cellule-là tous les dossiers liés aux produits qui doivent être mis sur le marché, notamment les certifications. Si c'est en France, si c'est en Allemagne, si c'est aux États-Unis, ils envoient les certifications, tous les éléments sur le produit. Et donc la cellule analyse et donne maintenant son autorisation pour qu'il puisse y avoir une mise sur le marché. Moyennant, je pense qu'il faut payer, je ne sais pas quoi, il faut payer un agrément, ou je ne sais pas quoi, il faut payer quelque chose à cette cellule pour que le produit soit sur le marché. Mais on n'a pas de laboratoire. Un État indépendant pendant 60 ans n'a pas de laboratoire pour analyser lui-même tous les produits qui rentrent sur le marché. Il n'y a pas de laboratoire. Donc, la seule confiance qui permet de faire véhiculer le produit, c'est la certitude que le laboratoire donne et c'est l'observation visuelle que la cellule de pharmacovigilance fait au Togo pour donner la certification pour qu'on vende le produit sur le marché. Il n'y a pas de laboratoire. Il n'y a pas de laboratoire au Togo pour analyser les produits qu'on met sur le marché au Togo. C'est juste les documents qu'on envoie que la cellule analyse et après la cellule donne ou non son OK pour qu'on mette le produit sur le marché. Donc, il est important qu'au niveau du ministère de la Santé, on puisse communiquer ou bien on puisse utiliser les bons communicateurs pour que des confusions comme ça ne se répandent pas dans la population et que ça entraîne, je ne sais pas, tout ce qui se passe là actuellement où les gens ont fait plein de vidéos pour dire que oui, le produit gâte les yeux, le produit tue les gens, il ne faut pas acheter. Donc, le ministère de la Santé doit revenir avec les pharmaciens pour remettre les choses à leur place. C'est un produit qui est très important, surtout pour les accidentés. Et tout le monde sait le taux d'accident qu'on a dans notre pays. Le taux d'accident qu'on a dans notre pays. Donc, c'est un produit que les médecins prescrivent régulièrement. En tout cas, il y a d'autres produits, mais c'est le plus efficace, selon les médecins, pour les gens qui souffrent d'arthrose, les douleurs, les traitements post-opératoires. Donc, on a semé une confusion dans l'opinion et aujourd'hui, il y a une panique qui s'est installée. Et demain, même si on ramène ce produit, les gens seront méfiants. Donc,
Donc, c'est très important que la communication soit vraiment encadrée pour qu'on n'en arrive pas à ce genre de situation. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce produit. Et concernant toujours la santé, je voulais ajouter, il y a aussi des compatriotes qui m'ont interpellé sur le manque de médecins et psychiatres. Il semble, c'est selon ce que les gens m'ont dit, que le Togo n'a que 2 spécialistes, médecins psychiatres. Il n'y a que 2 spécialistes. Il y a un qui est à Kara et un qui est à Lomé. Et quand les gens ont des difficultés, soit vous vous dirigez à Kara ou vous vous dirigez à Lomé. Donc il y a un manque criard de médecins psychiatres. Vous savez que notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui souffrent de dépression, qui ont des problèmes, les difficultés de la vie. Donc il y a des gens qui ont pas mal de problèmes. Et les parents ont des difficultés à les faire suivre par des médecins psychiatres. Donc, on n'a que 2 médecins psychiatres, si je m'en tiens à ce qui m'a été rapporté par les patients. Et ces médecins, il y en a un à Kara et un à Lomé. En plus, les médicaments qui rentrent dans le traitement de cette maladie-là, ou de cette maladie, il y a toujours une confusion aussi entre la prescription des médecins et ceux des pharmaciens. Donc, il y a des incompréhensions. Donc, je pense qu'il faut revoir tout le protocole pour voir comment est-ce qu'on peut régulariser cette histoire. S'il faut former de nouveaux médecins psychiatres, il faut les former. S'il faut soulager les malades par d'autres méthodes, je pense qu'il faut le faire. J'ai voulu aussi là-bas placer rapidement un mot pour ne pas perdre de vue ce qui est en train de se dire. Avant de toucher les gros dossiers, je voulais passer aussi un message à nos frères, nos jeunes, nos frères qui sont jeunes à Lomé et qui s'adonnent beaucoup à l'alcool et à la drogue. J'ai été alerté par plusieurs compatriotes qui me disent qu'aujourd'hui à Lomé, beaucoup de jeunes sont dans l'alcool, dans la drogue et dans l'alcool qui n'est pas de bonne qualité. D'abord, l'alcool même n'est pas une bonne chose. Maintenant, quand vous allez prendre l'alcool qui n'est pas de bonne qualité, vous imaginez les conséquences sur votre organisme. Il y a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui font des AVC, qui font des accidents, des AVC, tout ça, à cause de l'alcool. Partout aujourd'hui sur notre territoire, les coins où on vend de l'alcool sont partout. Et le gouvernement qui a la responsabilité de protéger la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est la force d'un pays. C'est seuls les jeunes qui vont bâtir le Togo de demain. Si tous les jeunes qui sont dans le pays, ça donne à l'alcool. Il y a toutes sortes de boissons qui arrivent au Togo. Les boissons en sachet, les boissons je ne sais pas quoi. On ne connaît même pas les origines, on ne connaît pas les compositions. Rien du tout. Et on fait la publicité sur les réseaux sociaux de toutes ces boissons alcoolisées. Personne ne dit rien. Et les jeunes, je ne parle pas du sorabi traditionnel. Ça, c'est aussi un autre phénomène. Les rideaux blancs, un peu partout. On utilise les tôles rouillées pour fabriquer du sorabi, du sucre pour fabriquer du sorabi. Je ne sais pas quoi. De l'alcool, alcool médicinal pour fabriquer du sorabi. Toutes ces choses-là sont dans les quartiers. Conséquence, vous avez des jeunes qui meurent d'AVC, qui ont le cirrhose de foie, qui sont apparemment jeunes, mais ils ont presque 60 ans alors qu'ils ont 40 ans. On utilise aussi le manioc pour faire le sorabi. Bon, ça, ils ne savaient pas. Donc, tout ça, ça se passe dans notre pays. Je pense que, en attendant que les autorités, si elles nous écoutent, essayent de prendre des dispositions, nous-mêmes, les jeunes, on peut faire notre propre sécurité. On peut faire notre propre discipline. On peut faire notre propre discipline. On peut se parler entre nous. Mais ces boissons frelatées que vous buvez là, vous n'avez aucune idée des dégâts que cela crée à vos corps, à votre santé. Aujourd'hui, vous voyez les avis de décès des jeunes qui meurent à 40 ans, 35 ans, 25 ans, qui s'adonnent à l'alcool. Après, c'est les boissons énergisantes. Les histoires de vaudis, de je ne sais pas quoi, toutes sortes de boissons énergisantes dont on ne connaît même pas les compositions. Parce qu'entre-temps, on dit oui, quand tu bois une boisson énergisante, tu vas attirer bien une femme. Donc tout le monde s'adonne à ça. Les gars, la vie, elle est unique. C'est vrai qu'on va mourir un jour. Nous sommes
Nous sommes des êtres biodégradables. Il faut mourir de quelque chose. On va mourir de toute façon. Mais on ne va pas écourter notre vie avec notre propre argent. Tu ne vas pas prendre le peu d'argent que tu as pour écourter ta vie en t'adonnant l'alcool. Et à l'alcool frelaté. Alcool frelaté surtout. Des boissons en sachet. Je vois que le Bénin vient de l'interdire. Et je ne sais pas s'il y a aussi dans notre pays. Surtout les boissons alcoolisées en sachet. Les petits coins de Sorabi avec les ghettos qui sont partout. Maintenant, tu ajoutes le tramadol. Mais vous êtes en train de vous tuer. Les Red Bull, les tramadol. Bon, je ne suis pas Lomé, mais il y a une boisson dont on a fait la publicité à la foire. Je pense que c'est Casavino ou quelque chose comme ça. On a laissé les gens venir faire une publicité d'une boisson alcoolisée à la foire avec des jeunes. Les gars, les autorités, eux, ils boivent le meilleur vin. Ils boivent le meilleur champagne. Ils ne sont pas dans ça. C'est vous qui détruisez votre vie. Donc, il faut une sensibilisation de masse pour que nos frères et sœurs arrêtent de s'adonner à l'alcool, au tramadol, à la drogue. Il faut véritablement qu'on fasse ça. Donc, ce sujet aussi, j'ai voulu survoler ça. Il y a un autre sujet avant d'entamer les dossiers plus consistants. Il y a des amis qui m'ont dit, il faut que je revienne sur la question du bradage des terres dans les villages. Bon, moi j'en ai suffisamment parlé, j'en parle régulièrement. Maintenant, il revient à ceux qui ont la gouvernance de notre pays de prendre des dispositions pour protéger les Togolais. Si dans les pays voisins, les gens prennent des dispositions pour que des étrangers n'achètent pas des terres chez eux, il faut que chez nous aussi, on ait la réciprocité. Surtout que nous avons un pays très petit et une population en pleine croissance. Mais au-delà de ça, en attendant que les fameuses autorités ne réagissent, mais il faut que nous-mêmes, on arrête de vendre nos terres à n'importe qui. Donc, moi je voudrais inviter les religieux, les prêtres, les pasteurs, même les adeptes de la religion traditionnelle, à sensibiliser les gens dans les villages, à sensibiliser les gens qui viennent à l'église, leur dire ne vendez pas vos terres. Quelle que soit la misère, ne vendez pas vos terres. À la limite, vous pouvez les louer. À la limite, vous pouvez louer vos terres, mais ne les vendez pas. On peut faire cette sensibilisation. Hein? À l'église, on peut le faire dans les funérailles. On peut le faire, je ne sais pas où, dans les fêtes, les comités villageois de développement, tout ça. On peut faire ces sensibilisations. Dire aux gens d'arrêter de vendre les terres. Surtout de les vendre aux étrangers. Surtout de les vendre aux étrangers. En attendant qu'un jour, ceux qui dirigent le Togo se réveillent et mettent fin à ce phénomène, nous-mêmes, on peut conscientiser nos frères et sœurs pour que les gens arrêtent de vendre les terres. Il faut que les gens arrêtent de vendre les terres. C'est vrai qu'il y a la misère dans le pays, mais vous vendez les terres à combien? Les gens vendent les terres à combien? Je sais que parmi les structures qui sont dans l'accaparement des terres, il y a des individus, donc des particuliers, il y a quelques sociétés, mais il y a aussi les églises, il y a les religions aussi, les religions qui achètent beaucoup de terres, les églises qui achètent beaucoup de terres. C'est aussi une forme d'accaparement des terres. Mais il faut limiter tout ça. Il faut dès maintenant parler aux gens pour limiter les terres, la vente des terres. Les Chinois, les Libanais et tout ça. Il faut arrêter tout ça. Parlons justement des Libanais. Il y a nos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire. La communauté togolaise en Côte d'Ivoire. La communauté togolaise en Côte d'Ivoire qui se sent de plus en plus abandonnée. Vous savez, les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent avoisiner 1 million. Les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire peuvent avoisiner presque 1 million. Et généralement, les gens qui vont en Côte d'Ivoire, c'est pour le business, c'est pour les petits travaux, les maçons, les ferrailleurs, les staffeurs, les carreleurs. Il y en a plein en Côte d'Ivoire. Il y a énormément de Togolais en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui quittent le Togo pour aller faire le métayage en Côte d'Ivoire.
Donc, tous ces gens-là ont des problèmes de carte consulaire parce que le Togo ne dispose pas d'une ambassade en Côte d'Ivoire. Normalement, avec le nombre aussi élevé de Togolais en Côte d'Ivoire, le Togo devait ouvrir une ambassade là-bas. Mais il n'y a pas d'ambassade du Togo en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'un consul honoraire qui se trouve être un Libanais, un certain Hassan Zarou. Un certain Hassan Zarou, qui est consul honoraire du Togo en Côte d'Ivoire depuis les années 2000. Ça veut dire qu'il fait 25 ans. Il fait 25 ans. Il est consul honoraire du Togo en Côte d'Ivoire. Il fait 25 ans. Et c'est lui qui s'occupe de la communauté togolaise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est à 1 heure de vol de Lomé. On n'a pas d'ambassade en Côte d'Ivoire. Mais les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire avoisinent presque 1 million, sinon dépassent 1 million. Normalement, il doit avoir une ambassade du Togo en Côte d'Ivoire. Le Bénin a une ambassade en Côte d'Ivoire et un consulat à Bouaké. Le Togo n'a pas d'ambassade. Le consul honoraire du Togo en Côte d'Ivoire, c'est un Libanais. Il semble que c'est pas nous à l'époque qui l'avait aidé à avoir le consulat là-bas, le consul honoraire. Donc, c'est chez lui que les Togolais qui sont en Côte d'Ivoire vont faire la carte consulaire. Et ce n'est pas quelqu'un qui est véritablement disponible pour notre communauté, parce que ce n'est pas un Togolais, il s'en fout des Togolais. Lui, il utilise le titre de consul honoraire pour faire ses affaires. Et donc, les Togolais sont en Côte d'Ivoire, ils ne savent pas à quoi ça donner. Les gens souffrent. Pour faire une carte consulaire en Côte d'Ivoire, le Togolais doit débourser 8 500 pour une carte consulaire. En plus, cette carte consulaire est très limitée dans son usage. Vous ne pouvez pas faire certaines choses avec cette carte consulaire. Donc, les Togolais sont obligés de dépenser 8 500 pour se faire établir une carte consulaire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, moi, j'interpelle les autorités pour que ce problème soit réglé. Si on ne peut pas créer une ambassade en Côte d'Ivoire, mais il faut nommer un Togolais. Pourquoi vous donnez ça à un Libanais? Là, hier, on m'a dit qu'il y a une Togolaise qui est décédée en Côte d'Ivoire. Elle est partie pour accoucher. Elle est partie pour accoucher et puis elle est décédée. On ne connaît personne de sa famille. Elle est décédée hier en Côte d'Ivoire. Elle a accouché en Côte d'Ivoire, elle est décédée. Et on a appelé le consul. Il semble ne pas être trop préoccupé. Parce que ce n'est pas un Togolais. On a appelé le consul pour voir les dispositions à prendre, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut alerter, qui on peut alerter, pour voir comment on gère le corps. Il n'y a rien. Donc, est-ce qu'un Togolais peut être consul au Liban pendant 25 ans? Ce n'est pas normal. Donc, il faut régler aussi cette anomalie-là. Il faut régler cette anomalie. S'il y a une nécessité de créer une ambassade en Côte d'Ivoire, surtout qu'il y a beaucoup de Togolais en Côte d'Ivoire, il faut créer une ambassade. Il faut créer une ambassade. On va créer des ambassades dans les pays bizarres là, mais alors qu'à côté, on a une forte communauté qui est là. Il faut créer une ambassade en Côte d'Ivoire pour qu'il y ait une structure qui s'occupe véritablement des Togolais, qui défendent les intérêts des Togolais qui sont dans ce pays-là. Donc, c'est un message que je lance à l'endroit du ministre des Affaires étrangères pour qu'il puisse faire diligence, pour qu'on nomme au moins un ambassadeur en lieu et place de ce consul honoraire qui fait 25 ans, pour que les Togolais puissent se faire traiter en toute tranquillité. Voilà ce que j'ai à dire sur 5000 en ligne sur TikTok pratiquement, 2500 sur Facebook, autant sur d'autres réseaux. Je vous dis merci pour la confiance. Je crois savoir que quelques Tintins ont écrit la dernière fois que les gens qui me suivent m'ont désavoué. Mais eux-mêmes, ils sont en ligne, hein. Ils sont en train de suivre tout ce que je vous dis là. Ils sont avec les faux comptes. Ils sont obligés de venir nous suivre, mais nous, on n'est pas obligés de les suivre. C'est ça la différence. En communication, on dit la crédibilité du messager précède le message. Si tu es un messager crédible, tout le monde vient te suivre. Mais si tu n'es pas un messager crédible, personne ne vient te suivre. Même si tu dis des vérités.
Et la crédibilité se construit sur plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert du jour au lendemain. Je suis en train de vous dire ça, le temps de trouver le dossier sur Sunu Bank. On a fait un gros dossier sur Sunu Bank.